Et sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy, mais aussi la crise politique, le blocage en France, la crise budgétaire, la dette, on se demande ce qu'en pensent nos voisins européens. Mathias Krupa, bonsoir et bienvenue. Vous êtes correspondant à Paris pour Die Zeit, journal allemand. Ana Navarro Pedro, bonsoir et bienvenue. Vous êtes correspondante de la presse portugaise à Paris. J'accueille Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes correspondant espagnol à Paris. Eva Morletto, bonsoir et bienvenue. Journaliste pour les chaînes Mediaset et Grazia en Italie. Et puis on est également en duplex avec Pierre Marlet, qui est rédacteur en chef de la Première, c'est la radio de la RTBF et ancien correspondant à Paris. Bienvenue Pierre et bonsoir. Alors Mathias, je commence avec vous parce que vous étiez dans la salle d'audience. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez un angle pour voir Nicolas Sarkozy, comment il a réagi à l'annonce de ce jugement du tribunal de Paris. Oui, je l'ai pu vu, mais juste le dos, parce que pendant le jugement, il était devant la juge, oui. Avec le dos au premier rang, avec le dos au public. Oui. Et alors, pendant le jugement, lui-même, il n'a pas eu des réactions. Après, ça, ce sont les passages que vous avez déjà transmis. C'était très fort devant la salle, sa position, son entretien avec les collègues, avec les journalistes. Mais dans la salle elle-même, c'était intéressant parce que les 5 années de prison, oui. C'était pris par le public presque en calme. Mais après, avec l'exécution provisoire... Quand tout le monde a compris que quand tout le monde a compris, allait aller en prison. Oui, il va vraiment au présent. Ça, c'était un peu un moment de choc, vraiment. Oui, effectivement. Et c'est le titre qu'on a choisi, évidemment, ce choc de la prison. Un président de la République, un ancien président de la République qui va dormir en prison. On ne sait pas exactement quand, ce sera à partir de la mi-octobre, on ne sait pas pour combien de temps, on l'a expliqué juste avant, il y aura des demandes de libération conditionnelle. Mais bref, ceci va avoir lieu. À quel point c'est... Comment vous l'analysez? Puis à quel point peut-être c'est dévastateur pour l'image de la France? C'est ça l'angle pour nous. Dolorex, c'est Lex, nous apprendons très très tôt. Mais effectivement, au moment où la France est dans une crise politique dont on ne voit pas l'issue à l'étranger, ni en France par ailleurs, dont une crise budgétaire, une crise financière, empêtré ou très engagé, on va dire, dans la guerre de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, aux côtés de l'Ukraine, eh bien, qu'un ancien président très actif, d'ailleurs, comme l'a été Nicolas Sarkozy, se trouve en prison, ça affaiblit l'image de la France. On devrait dire non, la loi est passée, oui. Elle est pour tous. Et bravo à la France parce que les méfaits qui sont reprochés et prouvés sont punis. Mais en même temps, c'est pas ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça et effectivement, il y a une sorte de... Ça contribue au délitement de l'image de la France. Parce qu'effectivement, il y a cette lecture aussi, Juan José Dorado, la justice française, elle a fait son travail, quelle que soit la stature de celui qui est dans le box des accusés. On peut retenir ça aussi. On peut retenir ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a quelques semaines, on se posait des questions sur la justice française. Enfin, certains se posaient des questions sur la justice française après le verdict sur Marine Le Pen et le fait qu'il soit inéligible. Mais c'est pas la première fois non plus, parce que nous, les Espagnols, on est allés chercher dans les archives et forcément, on a trouvé assez rapidement que même le président Chirac n'a pas dormi en prison, mais qui a été condamné. Donc, il y a des premiers ministres français qui ont été condamnés. Tout le monde a en tête Alain Juppé, tout le monde a en tête François Fillon. En fait, c'est-à-dire que l'image de la France elle est négative forcément parce que c'est un ancien président qui va dormir en prison en mois et nuit. Mais c'est vrai que la France, depuis quelques décennies, depuis 20 ans, malheureusement, ses leaders politiques, que ce soit son président à niveau de Jacques Chirac ou de Sarkozy ou quelques-uns de ses premiers ministres, ont été confrontés à la justice et ont été condamnés. Oui. Ce qui est très rare, très rare. D'ailleurs, c'est jamais arrivé en Espagne qu'un président du gouvernement, équivalent du Premier ministre en France, n'ait jamais été condamné. Et Eva Morletto, évidemment, on pense à Silvio Berlusconi quand on cherche des cas similaires à l'étranger en Europe. Est-ce qu'il a été emprisonné? Alors, Silvio Berlusconi, malgré le temps qu'il a passé quand même dans les tribunaux pendant tout son parcours politique, il n'a pas été en prison. Par contre, lorsqu'il a été condamné, parce qu'il a eu plusieurs condamnations, que ce soit pour fraude fiscale, que ce soit pour prostitution de mineurs vers la fin de sa carrière politique, que ce soit pour dépôt de vin,
20, etc. Il a été condamné à un moment à des travaux d'intérêt général qu'il avait exercé, si je ne me trompe pas, en 2015, pendant quelques mois, dans un centre social qui accueillait des personnes âgées. Donc, il l'avait vraiment fait, il y était allé tous les jours. Oui, au moins, symboliquement, c'était très fort, mais c'était quand même pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, finalement, aujourd'hui, on sait que les politiques, même de haut rang, peuvent aller en prison. Aujourd'hui, c'était un peu une nouvelle assez choquante, dans le sens que, d'une certaine manière... Choquante ou rassurante? On peut le lire de deux façons différentes, parce qu'il y a souvent des critiques sur une justice à deux vitesses, qui frappe dur les faibles et mollement les puissants. Bon, Et au niveau de la société française, ça confirme un peu, je veux dire, la société française qui emploie quand même à des mouvements sociaux, etc., où le slogan est souvent le fait que les politiques sont malhonnêtes, que les politiques doivent être punis, etc. Comme vous dites, pour eux, ça peut être une nouvelle rassurante, le fait que la justice fasse son boulot, mais en même temps inquiétante, parce que ça confirme le fait qu'il y a de la malhonnêteté au niveau de la politique. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Quand on a préparé ce débat, j'ai demandé à mon équipe, à Alix en quelque sorte, de regarder dans les différents pays s'il y avait une histoire de chef d'État ou de gouvernement qui a été emprisonné. Et évidemment, je me tourne vers vous parce qu'on a trouvé José Socrates qui avait passé quand même 9 mois en détention provisoire, c'est ça? Oui, le Premier ministre Socrates, oui. Et le jugement arrive maintenant avec, je ne sais plus, combien de... Là, j'ai un doute. C'est une colle, 19 ou 39 chefs d'inculpation de corruption. Corruption, oui. Et il considère un scandale. Il était quand même en prison VIP. Mais il considère un scandale d'avoir été arrêté. Mais bon, les indices de corruption étaient évidents. Et personne au Portugal n'a trouvé que c'était scandaleux, pour tout vous dire. Trouvait que c'était normal. La corruption est un problème chez nous. Les gens sont habitués, nous sommes habitués à voir beaucoup de gens qui sont accusés de corruption à s'en sortir devant la justice. Dans le cas de Socrates, il s'en est pas sorti, mais peut-être qu'il en a un peu abusé aussi. Oui, effectivement, 9 mois de détention provisoire et donc un jugement à venir. Pierre Marlet, j'ai une question, alors vraiment très microcosme de journaliste. Quelle place vous donnez sur votre radio à cette condamnation de Nicolas Sarkozy? Ça fait la une, ça va prendre beaucoup de place. Expliquez-nous. Bien sûr, ça fait la une. Vous savez, en Belgique, déjà, tout ce qui concerne la présidentielle française, tout ce qui est la politique française, quand c'est des hommes politiques de haut niveau, ça passionne les Belges francophones. C'est une espèce de seconde patrie. Donc, évidemment, c'était la une aujourd'hui. La rédaction ne parlait que de ça. Par rapport à ce qui a été dit, ce qui est neuf ici, je trouve, avec Nicolas Sarkozy, c'est la répétition d'affaires. C'est qu'on est quand même avec 3 condamnations. C'est ça qui est rare. Et 3 condamnations qui conduisent un ancien président en prison, parce que je crois que dans tous nos pays, nous connaissons tous des hommes politiques de renom qui ont eu maille à partie avec la justice et qui souvent ont été condamnés, souvent pour des affaires fiscales. Ce qui est particulier ici avec Nicolas Sarkozy, c'est cette répétition. Et je vous avoue que quand j'étais correspondant en France, à la fin de la présidentielle française, tout de suite, ces affaires sont apparues. Et je me suis toujours dit, ce calendrier judiciaire, il aboutira un jour ou l'autre. Ça prendra du temps, parce que la justice, c'est lent. Et que Nicolas Sarkozy a utilisé tous les recours possibles, tous les recours auxquels il avait droit, mais il a finalement été condamné. On verra ce qu'il en est dans les autres dossiers, mais c'est ça qui est vraiment marquant dans la personnalité de Nicolas Sarkozy, c'est cette répétition. Et avec, c'est un thème qu'on a abordé dans la première partie de l'émission, mais qui est tellement important que je voudrais vous entendre les unes et les autres là-dessus, la question de l'état de droit, avec effectivement la première phrase prononcée par Nicolas Sarkozy qui parle d'une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. Est-ce qu'il y a aussi en Allemagne, et puis même votre avis de citoyen européen sur ces attaques ici en France, dans d'autres pays du monde, contre l'état de droit, cette petite musique qui consiste à dire qu'il y a trop de textes, il y a trop de lois qui empêchent finalement les gouvernants d'être efficaces. Oui, oui, tout à fait. Alors les jugements tombent, comme vous venez de dire, le jugement tombe dans un temps où l'état des droits ne va pas de soi. Donc, où on a une discussion sur les juges aussi, où il y a des attaques régulières, pas uniquement aux États-Unis, mais même ici. Et c'était déjà le cas avec Marine Le Pen, avec le jugement de Marine Le Pen. Après, on a eu cette discussion, pas sur Marine Le Pen, mais sur la question, est-ce que les juges étaient trop loin ? Ou est-ce qu'ils font de la politique ? Ou est-ce qu'ils font de la politique ? Et ça, c'est, si j'ai bien suivi aujourd'hui le débat qui a commencé maintenant en France sur le verdict Sarkozy, ça c'est le même débat.
Et je pense que ça, c'est vraiment un danger parce que ça peut affaiblir la confiance dans l'état de droit. Est-ce qu'il y a cette petite musique un peu nauséabonde au Portugal aussi? Il y a un manque, je le disais tout à l'heure, un manque de confiance en la justice portugaise. C'est-à-dire un des grands problèmes du Portugal dans son développement un peu rapide, c'est la justice reste un des graves problèmes, ses moyens et son action. Et puis un soupçon sur la probité de ceux qui ont la charge de l'exécutif ou de la représentation nationale, et un soupçon, un manque de confiance en l'exercice comment on dit en français, l'application du droit de la part de la justice. Donc c'est très grave parce que ça mine effectivement un pays, mais ces soupçons ne sortent pas de rien non plus. Donc il faut pouvoir les adresser à un moment donné. En Europe occidentale, je ne sais pas trop pour l'Europe de l'Est déjà, mais en Europe occidentale, quand même, il y a une tendance pour ceux qui sont au pouvoir de se croire un peu dans une bulle d'impunité. On l'observe souvent. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette période-là où les gens pouvaient, où les politiciens, les gouvernants pouvaient se croire à l'abri de toute poursuite, de toute infraction. Donc, effectivement, d'un côté, c'est peut-être bien. D'un autre côté, on peut aussi se dire qu'il y a une période historique qui se termine et que ces fritement des institutions en fait partie. Est-ce que la critique contre une justice politisée, elle peut être légitime? Votre avis sur, à la fois, la façon dont elle s'exprime en France et puis peut-être votre retour d'expérience en Italie sur ce type de critique? Mais quand je vois... Les juges de gauche, quoi, pour simplifier. Exactement. Quand je vois ce qui s'est passé en France, en fait, j'ai une impression d'être déjà vu, parce que vous évoquiez Berlusconi tout à l'heure, et c'est exactement ce qui s'est passé dans son époque, c'est-à-dire une victimisation de la part de la politique. Et cette accusation que vous évoquiez, on ne peut pas gouverner parce qu'il y a des juges qui nous en empêchent. Et là, une accusation directe sur les juges, qui à l'époque, il y avait le fameux concept de togueros, donc le juge communiste, le juge rouge, qui donc aurait empêché Berlusconi de gouverner. Les toges rouges, en quelque sorte. Je traduis ça mal, mais bon, je comprends ce que ça veut dire. Exactement, tout à fait. Donc il y a cette sorte de victimisme. Anna a évoqué celle de Marine Le Pen lorsqu'elle a été condamnée pour éviter sa candidature à la présidentielle. Il y a toujours eu ces jeux. Il y a eu de la part de la Ligue Nord, Matteo Salvini, lorsqu'il était accusé d'avoir empoché des millions pour son parti dont on ne connaît pas les origines. Là aussi, il y avait une condamnation indirecte des juges. Et cet antagonisme fait très mal aux républiques et à la démocratie. Je reviens vers vous, Juan Rosé, dans un instant, mais je voudrais aller à Bruxelles d'abord, parce que c'est aussi une critique, Pierre Marley, qui rejoint la critique contre les institutions européennes, le droit européen, les règles européennes qui s'imposent aux 27. C'est assez intéressant de lier les deux. Oui, parce qu'on voit cette critique aussi au Parlement européen. La plupart du temps, quand on est pris la main dans le sac, on dit cette justice européenne ou cette politique européenne est illégitime pour que je doive rendre des comptes. Moi, je suis un élu du peuple, ma légitimité, je la tire du peuple. Donc ça, c'est un discours mondial. C'est quelque chose qu'on observe au plan mondial. Pour autant, en même temps qu'il y a cette petite musique qui progresse un peu partout, qui n'est pas très forte dans mon pays jusqu'ici, en même temps qu'il y a cette petite musique, il y a l'autre musique qui a été évoqué sur ce plateau, de la part des gens qui disent toujours la justice, vous savez, les puissants sont toujours protégés, la justice, elle ne fonctionne pas, la justice, c'est pour les petits, c'est pas pour les grands. Et donc, je crois quand même que l'exemple de ce qu'on vit aujourd'hui pour les Français donne l'illustration que personne n'est à l'abri de la justice. Et je crois que dans le climat ambiant, c'est quand même ce message-là qui passe. Et je crois qu'il est d'autant plus acceptable qu'il vise une personnalité qui certes est encore active, mais qui n'est plus au sommet, qui est un homme du passé. C'est un peu plus compliqué, on le voit, du côté de Marine Le Pen, où on verra bien ce qui se passera, parce qu'elle est dans l'activité politique et le discours de dire on m'empêche de concourir à la présidentielle à cause d'un complot judiciaire me semble beaucoup plus audible que concernant Nicolas Sarkozy, qui, je pense, est quand même un homme du passé. Oui. Vous vouliez intervenir, évidemment, Juan Rosé. Oui, parce que justement, cette question se pose en Espagne aujourd'hui et depuis quelques années de façon flagrante. Aujourd'hui, il y a une partie du monde politique espagnol qui parle de l'extrême droite judiciaire. Et cette partie est importante parce que l'extrême droite judiciaire, c'est hier le président du gouvernement espagnol à New York qui a prononcé cette phrase. Ce sont les ministres du gouvernement espagnol qui parlent de l'extrême droite judiciaire, de l'extrême
droite médiatique et de l'extrême droite politique. Oui. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de cas de corruption qui entourent le gouvernement espagnol et notamment la figure du président du gouvernement, sa femme qui va aller être jugée, son frère qui va être jugé, son ministre des Transports démissionné qui va être jugé. En fait, et aujourd'hui, les gens ne croient pas trop dans la politique parce que depuis le gouvernement, le propre ministre de la Justice espagnole parle des juges politiques, parle de l'extrême droite judiciaire. Donc effectivement, si votre propre gouvernement ne croit pas à la justice de son pays, comment voulez-vous que les citoyens d'à pied puissent croire à cette justice qu'aujourd'hui a condamné effectivement le président Sarkozy et qui par le passé a condamné d'autres politiques espagnols de renom qui par la suite ont été amnistiés. Oui, et avec aussi beaucoup de personnalités politiques en France, et je l'imagine aussi dans vos pays respectifs, qui réclament à la justice de la sévérité quand il y a des faits divers. Alors c'est facile, mais il y a forcément quelques archives de Nicolas Sarkozy qui ressortent. Par exemple, ce meeting de mars 2012, il est en campagne présidentielle, il parle de délinquance et d'impunité. L'impunité, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les excès, à toutes les violences. L'impunité, c'est l'assurance qu'il n'y aura pas d'apprentissage et pas de retenue. C'est la voie grande ouverte à la loi des voyous et des caïds. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3. Bon, il faut que les peines soient exécutées, évidemment. On se dit que le tribunal de Paris a pris au mot l'ancien président en prononçant cette exécution provisoire, donc immédiate, de la peine. Je voudrais qu'on va terminer le chapitre Sarkozy. Ensuite, il y a les questions autour du blocage politique et budgétaire. Il y a beaucoup de choses à dire de l'état politico-budgétaire de la France. Mais sur sa personnalité, je veux bien vous entendre, Mathias Krupa. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est encore... est-ce que le bilan de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose de... Est-ce qu'il a une bonne image? Qu'est-ce qu'on en retient dans votre pays? Ou qu'est-ce que vous en retenez comme connaisseur de la politique française? Oui, alors je pense que c'est déjà un peu loin, notamment pour l'audience, pour une audience étrangère, pour une audience en Allemagne. Ce que tout le monde a à l'esprit, notamment en Allemagne, ça c'est la phase de la crise des dettes, de la crise financière, les fameuses années de Merkozy, alors Merkel à l'époque avec Sarkozy, les deux qui ont manœuvré l'Europe pendant la crise des dettes. Mais je pense que pour la plupart, pour la majorité d'audiences allemandes, c'est vraiment un homme de passé. Alors c'est vraiment quelqu'un toujours un peu drôle, un peu bizarre dans son hyperactivité, un personnage qui n'est pas vraiment, qui n'existe pas en Allemagne. Aussi hyperactif, vous voulez dire? Cette hyperactivité, cette manière de s'exprimer. Alors, les politiciens chez nous, les hommes et femmes politiques, pensaient à Merkel, étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus rationnels. Oui, d'ailleurs, les relations entre les deux, c'était un peu compliqué au début, si on s'en souvient bien. Oui, bien sûr, c'était compliqué. Mais deux tempéraments différents, quoi, on va dire ça comme ça. On peut dire ça, oui, exactement. Effectivement. Alors, plutôt que de rester sur la figure de Nicolas Sarkozy, on va commencer à aller vers la question de la France. Parce que, est-ce que vous parlez beaucoup de la France dans vos... alors, vous êtes correspondant à Paris, donc oui, mais avec le recul et l'honnêteté, est-ce qu'on parle encore beaucoup de la France en Italie, tiens, par exemple? Ou est-ce qu'on en parle un peu moins? Alors, en ce moment, on en parle pas mal, dans le sens qu'il y a cette volonté de mettre en évidence quels sont les défauts de la France d'aujourd'hui, donc la dette colossale, l'instabilité politique, qui était quelque chose qui caractérisait plutôt, je le regarde d'un point de vue italien, qui caractérisait plutôt l'Italie dans les années passées. Aujourd'hui, on est passé à une autre phase. On peut vanter une sorte de stabilité politique depuis un certain moment. L'économie a progressé et quand même s'est stabilisée, dans le sens qu'on sait très bien que les marchés
n'ont pas tellement peur de la dette, mais ont surtout peur de l'instabilité politique. Et d'ailleurs, le démontre le fait que la France a été, on va dire, diminuée par les agences de notation. Et donc, oui, on continue. Mais il y a un double discours de la part de l'Italie, dans le sens que d'un côté, pour des raisons de marketing politique, on met en avant les problèmes de la France pour dire, regardez, nous, comment on va bien, et regardez comment notre stratégie fonctionne. Et c'est un peu le discours, sauf que, voilà, c'est un peu aussi pour mettre en avant comment l'extrême droite, finalement, peut fonctionner, alors qu'en Europe, on a aussi un autre exemple, que c'est celui de Pedro Sánchez, qui va aussi plutôt pas mal et qui est de notre bord politique. Alors que c'est un Premier ministre de gauche, effectivement. Exactement. Mais la réalité, c'est aussi qu'il y a un discours qui est plus réel, qui est plus sincère dans les milieux politiques. C'est que ça fait peur, le fait que la France aille mal, et que personne en Europe ait vraiment l'intérêt que la France aille mal. On va en parler de ce blocage, puisque la France n'a plus de gouvernement depuis le 9 septembre. Ça offre évidemment un angle d'attaque facile, par exemple pour le Rassemblement national. On écoute le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. On a comme un vrai problème démocratique, même si j'ai l'impression que ça intéresse personne, à part le Rassemblement national, c'est qu'on a un Premier ministre de plein exercice et des ministres démissionnaires depuis 16 jours. Voilà, depuis 16 jours, Jean-Philippe Tanguy. Non, mais qui sont amenés à suivre des politiques de plein exercice. Parce que si vous avez un Premier ministre qui vous donne des ordres, qui a tous les pouvoirs et que vous êtes un ministre démissionnaire, vous n'êtes pas dans une relation d'égalité. Et ça, c'est incroyable que dans notre pays, voilà, il y a des situations complètement loufoques, antidémocratiques, qui fonctionnent. Personne ne dit rien, parce que c'est de la com, et que donc en fait, la Constitution et l'organisation républicaine des pouvoirs publics passent après la com et la petite stratégie de Monsieur Lecornu. Je trouve ça absolument incroyable qu'on se soumette collectivement à ça. Alors on est à 3 premiers ministres en une année, des ministres démissionnaires qui restent en poste de longues semaines. Hein. On se souvient que de l'épisode de l'été 2024 pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça a déjà eu lieu en Espagne, un tel blocage? Et là, on commence à ouvrir la question de la capacité de vos pays respectifs à construire des compromis. Oui, après 2015 notamment, parce que nous avons eu à un moment donné 3 élections de suite, parce qu'on n'a pas trouvé des majorités à l'Assemblée, on n'a pas été capable de nommer des premiers ministres, et donc le premier ministre en exercice, c'était M. Mariano Rajoy, conservateur, donc a gouverné pendant pratiquement un an, étant un premier ministre démissionnaire et son gouvernement démissionnaire. Donc on a connu ça. Aujourd'hui même, effectivement, vous savez, l'Espagne est un pays où on continue à avoir le budget de 2023 parce que le gouvernement n'a pas été capable d'approuver un budget en 2024, en 2025 et apparemment non plus en 2026. Donc vous voyez, on peut... Comme les Belges, c'est rassurant. À un moment donné, c'est rassurant. On peut marcher, parce que l'Espagne est plutôt en bonne santé économique, si j'en crois les chiffres. Peut-être parce qu'on n'a pas un budget, donc on n'a pas pu dépenser plus qu'on avait voté en 2023. Mais cette situation-là, effectivement, qui est très regardée depuis l'Espagne, comme disait Eva, un peu pareil, c'est-à-dire on s'intéresse parce que la France est un pays référent pour l'Espagne, bien sûr. Mais en même temps, on aime dire, cette fois-ci, nous, on fait mieux qu'eux. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on s'intéresse à cette instabilité politique depuis la dissolution ratée des Européennes. Donc, effectivement, ce regard espagnol, aujourd'hui, est attristé, mais il y a quand même un petit sourire au coin des lèvres. Oui, évidemment, c'est normal, on le comprend très bien. Je me tourne vers Pierre Marlet, parce que je crois que la Belgique détient toujours le record de durée sans gouvernement stable. C'était 541 jours, c'est ça les chiffres que j'ai trouvés sont-ils bons ? Tout à fait, 541 jours, un record mondial. Vous voyez, un peu comme les Espagnols, ça ne nous a pas empêché de quand même survivre. Exactement comme en Espagne, je dirais qu'il y a un double regard, un regard quand même ironique et amusé, parce qu'on a cette image justement par rapport à notre système politique extrêmement compliqué en Belgique, fait de compromis d'un pays qui, au contraire, avec ce scrutin majoritaire, arrive à dégager des majorités, au moins. Il y a un camp qui gagne et qui peut imposer une politique. Et ce modèle, il fonctionne plus tout à coup. Cette 5e République, ce fameux modèle tant vanté, et que l'on observe de ce côté-ci de la frontière, parfois avec un peu d'envie, on se dit finalement, c'est encore pire. Et la lecture que l'on fait de ce côté-ci de la frontière, on se dit c'est encore pire parce qu'il n'y a pas cette culture du compromis. Nous, on est un peu abasourdis de voir que, par exemple, il n'y a pas cette volonté, à un moment donné, de dire tiens, puisque je suis Premier ministre, le cas de M. Lecornu, est-ce que je ne ferais pas ne fût-ce qu'une feuille A4 avec les 4 points pour lesquels, minimaux, que je pourrais avoir pour avoir une majorité ou voir le petit dominateur commun côté droite, côté gauche pour essayer de dire dès le départ, voilà, sur cette base-là, je peux arriver à quelque chose. Non. On nomme un Premier ministre, le président désigne le Premier ministre
et puis on le laisse un peu dans la mare, à essayer de se débrouiller. Et ça, c'est très, très étonnant de ce côté-ci de la frontière. Ouais, alors, sauf que, Pierre, le problème, c'est que sur sa feuille A4, il y a déjà chaque parti qui vient le rencontrer, il trace une ligne rouge à un endroit, une ligne rouge à un autre, une ligne rouge là, et puis alors la feuille, elle se réduit en peau de chagrin. Il n'y a plus grand-chose de commun. Mais chez nous aussi, c'est exactement pareil. Pendant les négociations avant de former un gouvernement, là, on a voté en 2024, il a aussi fallu pas mal de temps avant de former un gouvernement. Alors, il y a les UCAS des deux côtés, il y a la droite qui dit ça, c'est pas possible, il y a la gauche qui dit ça, c'est pas possible, et puis on arrive à faire une coalition un peu baroque avec des socialistes flamands, des libéraux, donc c'est plutôt les républicains de droite côté francophone, du centre et des nationalistes flamands par-dessus tout, avec un Premier ministre nationaliste flamand, et on a un gouvernement qui semble réussir à imposer un cap. Ouais. Avec une question de Nicolas qui nous écrit de Mont-de-Marsan, la difficulté de la France à trouver des compromis est-elle ancrée dans sa culture politique profonde, ou est-ce que c'est plutôt une période, les habitudes politiques actuelles? Ana Navarro-Pedro, on peut s'appuyer sur ce qui se passe dans votre pays aussi. C'est un pays de compromis de la même façon ou un peu moins? Oui, on a eu aussi 3 élections pratiquement successives aussi, mais cette instabilité politique ne s'est pas traduite sur une instabilité budgétaire. Et alors, à contraire de l'Espagne et de la Belgique, qui sont quand même des pays où il y a une large autonomie des régions, Belgique fédération, Espagne les régions autonomes, qui peuvent fonctionner sans budget et peut-être quasiment sans gouvernement. Le Portugal est centralisé comme la France. Un peu comme la France. En France, c'est grave. Si vous n'avez pas de budget, c'est très grave pour les régions aussi. Parce que c'est dommage, mais la décentralisation dans ce pays signifie aussi que les élus locaux, les représentants locaux doivent venir chapeau en main, quémander à Paris des budgets pour ceci ou pour cela. Et donc, c'est tout un pays au niveau aussi de la province, régionale, des régions, qui est aussi en attente et paralysé. Tandis qu'ailleurs, et ce serait la même chose au Portugal. Mais nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes pas un pays riche, comme la France encore. Nous ne sommes pas un pays puissant en Union européenne. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous montrer chamailleurs en public, incapables d'un compromis, même si nous ne les aimons pas, parce que ça va se répercuter très vite sur nos finances, sur notre capacité d'emprunt. Et là, il n'y aura pas de cadeau comme peut y en avoir encore pour la France. On va terminer, il nous reste une dizaine de minutes, par ce chapitre budgétaire. Et je propose à Alexandre Poussard de nous rejoindre tout de suite, parce que la situation, rebonsoir Alexandre, des finances publiques de la France, elle est évidemment scrutée de près par les instances européennes. Effectivement, Thomas, quand on se compare, on s'inquiète. On va regarder le niveau des dettes publiques des États membres de l'Union européenne avec cette carte réalisée par le site d'information Toute l'Europe. Plus le orange du pays est foncé et plus la dette est élevée en proportion de la richesse nationale. Et on voit que la France a l'une des dettes publiques les plus élevées de l'Union européenne. Elle s'élève à 115% de notre PIB et nous sommes loin, par exemple, de la situation allemande, l'Allemagne, qui a une dette qui s'élève à 62% de son PIB. Alors forcément, au sein du Parlement européen, cette situation financière de la France, ça fait un peu grincer les dents. Écoutez cet eurodéputé luxembourgeois. La situation a été assez agaçante pour les voisins et les partenaires de la France, c'est évident. Nous sommes dans une communauté de destin, nous avons intérêt à ce que tout le monde réussisse. Ça ne veut pas dire que j'ai des leçons à donner à la France pour ce qui est de la nomination du personnel politique, ni des choix politiques à prendre, mais la France a une obligation de résultat, et ça, nous devons le réclamer. Je crois que j'ai reconnu l'animateur de cette... Effectivement, c'était hier, à Bruxelles. Voilà, effectivement, puisque ça fait partie des émissions que vous animez. Très bonne émission sur notre antenne et celle de LCP. Alors, il nous dit obligation de résultat pour la France et pour réduire son déficit budgétaire. Et oui, car si on regarde également les équilibres budgétaires des membres de l'Union européenne, selon les chiffres d'Eurostat d'avril 2025, vous avez d'abord les bons élèves qui gagnent plus que ce qu'ils ne dépensent, la Grèce, avec un excédent budgétaire d'1,3%, le Portugal, et puis quand on regarde les pays en déficit, on voit la France tout en bas du classement européen avec un déficit très élevé qui s'élève à 5,8% de notre PIB. Ça, c'était au printemps dernier et c'est moins bien que l'Allemagne qui est en dessous de la barre des 3% fixée par le pacte de stabilité européen. C'est moins bien également que l'Italie de Giorgia Meloni qui a réussi à réduire drastiquement son déficit l'an dernier avec des coupes budgétaires fortes. Et donc hier, j'ai interrogé une eurodéputée italienne de droite et elle conseille tout simplement à la France de suivre l'exemple italien.
L'Italie, elle a montré la capacité de réduire son déficit de 7,2 à 3,4. C'est vraiment 4 points dans une année seule. Et cela montre une résilience de la part de l'Italie et la capacité de donner confiance au marché. Comme nous l'avons fait en Italie, c'est très possible que la France le fasse. Alors on va regarder maintenant du côté des élus allemands. Alexandre, est-ce qu'ils font aussi la leçon à leurs partenaires français ? Alors du côté de la droite allemande, clairement, oui, ils font la leçon aux Français avec plusieurs élus de la CDU qui ont affirmé publiquement que la France n'avait pas les moyens de s'offrir une nouvelle crise budgétaire. Mais chez les sociodémocrates allemands du SPD, selon eux, la France doit redresser ses comptes, certes, mais sans perdre sa cohésion sociale et sans oublier ses objectifs géopolitiques, à savoir défendre l'Europe. Si nous parlons des défis budgétaires à l'instant, ce n'est pas dans un contexte géopolitique vide. Nous savons très très bien que surtout dans l'ère de la guerre hybride, notre sécurité dépend non seulement des chars et des drones, mais aussi de notre cohésion sociale. Donc c'est pourquoi moi je crois que la France doit être à la fois préserver son système social, mais le faire plus efficace, mais en même temps être très très clair sur les dépenses de défense. Voilà, et à Bruxelles, beaucoup estiment que la France pourra relancer sa croissance, notamment grâce à son industrie de défense et à l'effort de réarmement de l'Europe. Merci beaucoup, Alexandre. On parlait du modèle social. Ce sera l'un des thèmes de débat de Sens Public la semaine prochaine, en seconde partie d'émission. Mais est-ce que pas cette perte d'influence française, quelles conséquences elle a sur ce moteur franco-allemand dont on parle depuis des décennies et, on a le sentiment qu'il y a une relation entre le chancelier Merz et le président Macron qui est plutôt bonne. On a eu cette impression que ce moteur allait se remettre à fonctionner. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, je pense que ça c'est un peu maintenant pour l'Allemagne, notamment pour le gouvernement. Après le changement du chancelier, Merz a affiché ses ambitions de redémarrer le moteur franco-allemand. Et comme vous dites, l'ambiance entre lui et le président Macron, c'est plutôt bien. Mais maintenant, on découvre que derrière Macron, il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de... Mais il y a une dette ou un déficit budgétaire énorme. Donc je pense que chez nous, il y a beaucoup de préoccupations parce que par rapport à la crise de dette qu'on a vécue il y a 10 ans, c'est maintenant la France. Ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas, avec tous les respects, ce n'est pas le Portugal, c'est maintenant la France. Et la France, ça c'est l'économie, la deuxième plus grande économie de l'Europe. Ça, c'est le partenaire principal. Ça, c'est les partenaires. On a parlé de Merkel et de Sarkozy à l'époque, qui est nécessaire pour trouver des solutions pour des crises et pas pour créer des crises. Et ça, c'est maintenant la situation. Oui. Avec, effectivement, cette question, Eva Morletto, est-ce que la faiblesse de la France affaiblit aussi l'Europe ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, exactement, c'est-à-dire l'unité de l'Europe, c'est-à-dire le regard des investisseurs étrangers. Si effectivement l'Allemagne, qui souffre d'un problème d'industrialisation et de la crise de son industrie depuis un moment, et la France qui est empêtrée dans cette crise politique, crise économique, crise budgétaire, effectivement, les investisseurs hors Europe hésitent aujourd'hui sur les marchés à investir en France. On a encore une France qu'on a vu au dernier salon Choose France, c'est encore un lieu où les étrangers viennent à investir. Il y a une attractivité qui est encore là. Il y a encore une attractivité qui est présente. Mais ça se fragilise de plus en plus, cette réalité, justement, face à une instabilité. Et puis, ce qui manque en France, c'est une vision. Et c'est là que, par exemple, Giorgia Meloni, on peut contester beaucoup de ses décisions, mais elle a une vision cohérente. Alors qu'effectivement, en France, on voit aujourd'hui, par exemple, sur l'approbation du prochain budget, quelle direction on va prendre ? On a accusé, alors on va faciliter le fait que les grandes entreprises soient, je ne sais pas, facilitées par une diminution des taxes, comme c'est arrivé en Italie, où on a attiré un peu le nomadisme fiscal, parce qu'on a mis cette flat tax à 200 000 € sur les grands patrimoines et sur ceux qui viennent investir en Italie. On peut faire ça, ou alors on maintient ce modèle social français qui est aussi envié par beaucoup d'autres nations en gardant la retraite au-dessus de 64 ans, etc.
C'est-à-dire, la France aujourd'hui ne sait pas choisir. Elle est empêtrée dans deux visions qui sont complètement antinomiques. Et ça, c'est un blocage effectif. Supprimer des jours fériés, c'était une proposition de François Bayrou. Ça ne lui a pas porté chance. Sébastien Lecornu l'a mise de côté tout de suite. C'est déjà arrivé dans vos pays respectifs. Je commence avec vous, Anna Europédro. Les fériés qui ont été supprimés pendant Combien de jours période politique pendant la période de politique d'austérité. Ils ont été remis depuis. Donc, longtemps, c'était quand même l'instauration de la République. Ça avait beaucoup choqué. Mais ça a été remis. Mais ces mesures-là... Pardon, j'ouvre une toute petite parenthèse. Est-ce que ça a eu des effets économiques? C'est-à-dire, c'était dans une logique d'austérité et donc, est-ce que ça a marché ou pas? L'austérité elle-même, en termes économiques, est extrêmement contestée dans son efficacité. Et ce, depuis les années 90, Asie, Argentine ensuite, et nous. Vous savez, le miracle portugais, quand il arrive, 2015, quand la gauche, à travers un compromis assez curieux avec l'extrême gauche, arrive au pouvoir et qui donne un peu d'oxygène au pays. Et cet oxygène dans un pays qui mourrait d'asphyxie, littéralement, a donné une force extraordinaire. Bonne conjoncture internationale et on a remonté comme on le sait actuellement. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, bien au contraire. Et la preuve en est l'augmentation de l'extrême droite et la progression de l'extrême droite au Portugal. Mais donc cette histoire des fériés en France, c'était évidemment du grain à moudre pour François Bayrou pour lâcher dans les négociations. Oui, sauf qu'il l'a pas fait. Il a polarisé ce pays d'une façon absolument... l'a mis sur le pied de guerre. Et maintenant, c'est l'histoire c'est la taxe Zuckman qui a mis le pays sur le pied de guerre, alors que c'est proposé pour tous les pays de l'Union européenne pour faire face, suggestion, proposition de 3 économistes pour faire face à l'augmentation des dépenses de défense. Qu'est-ce que ça dit de la France, ce débat sur les jours fériés? Alors, quelle image vous avez? Parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans la caricature, mais la caricature d'un pays qui fait souvent grève et qui a beaucoup de congés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous avez réagi à ça? Ça nous a beaucoup fait sourire parce que l'Espagne, vous savez, c'est le pays qui a le plus de jours fériés en Europe, puisque nous avons 14 jours fériés pour tout le pays. Donc on est loin des 10 jours français, etc. Déjà. Donc en plus des vacances, on est bien d'accord, c'est des jours fériés. On a 14 jours fériés en Espagne. Et donc ça nous a fait rire parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Anna, c'est que économiquement, ça ne va pas du tout sortir le pays de sa crise économique. De la même façon, effectivement, que ce n'est pas parce que vous réduisez le train de vie, entre guillemets, des anciens premiers ministres que ça va apporter quoi que ce soit à l'économie du pays. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que si la France va mal, l'Espagne peut aller mal, parce que c'est le premier partenaire de la France, et vice-versa, c'est l'Espagne. Donc on a intérêt à que la France marche bien. Si la France va mal, l'Europe ne peut pas aller bien. Et si l'Europe va mal, nous aussi, on est affectés. Donc effectivement, ça nous intéresse, ce qui se passe en France. Après, c'est vrai que le gouvernement espagnol est comme les Portugais, comme l'Italien, comme les Grecs, depuis 2008, 2011, 2015, ont fait énormément d'efforts, des efforts qui n'ont pas été faits par les autres pays européens. Et donc, ce travail qui est demandé aujourd'hui aux Français, nous, les pays méditerranéens, l'avons déjà fait depuis une décennie. Attention à ce que la France ne devienne pas l'homme malade de l'Europe. C'est ce que disait ce matin sur France Info la députée européenne Renaissance, Nathalie Loison. On l'écoute. C'est qu'il y a beaucoup de forces qui veulent bloquer dans notre pays. Le reste du monde avance, le reste du monde bouge. Et je ne voudrais pas que la France devienne l'homme malade de l'Europe, simplement parce que personne ne veut faire d'efforts. Est-ce qu'on peut payer les postures politiciennes des uns et des autres? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on est si riche? Est-ce qu'on est si peu endetté? Est-ce que notre modèle social est si soutenable qu'on peut se permettre ça? Je ne crois pas. Et je vais terminer avec vous, Pierre Marlet. Est-ce que d'ores et déjà la France est l'homme malade de l'Europe, vu de Belgique? Non. Je ne crois pas que la France est l'homme malade de l'Europe. La France a encore beaucoup de ressources. La France est un pays relativement riche par rapport à d'autres pays européens. Par contre, ce qui est extrêmement difficile, c'est que je ne vois pas comment la France va pouvoir trouver un consensus politique, sociétal et national dans une période de pré-campagne présidentielle, parce qu'on se dirige vers ça, et ça ne pousse pas au compromis. C'est ça qui va rendre les choses extrêmement compliquées. C'est que ce soit du côté de la gauche, toute économie sera vécue comme un brûlot, comme quelque chose qu'on ne supporte pas, et à contrario, on a évoqué la taxe Zuckman. Chaque taxe va être vécue par la droite comme un autre chiffon rouge agité qu'on ne peut pas accepter. Et je pense que c'est peut-être ça la principale inquiétude, c'est qu'en
entre-temps, on va perdre du temps parce qu'on n'est jamais que fin 2025. Et s'il faut attendre 2027 pour que les choses se mettent en place, alors oui, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Voilà, c'est le quotidien d'un animateur d'émissions politiques. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était très intéressant. C'est toujours passionnant d'avoir vos regards un peu extérieurs et en même temps un peu français, puisque vous vivez chez nous sur notre actualité politique. Merci de participer avec ce QR code à l'émission et de nous proposer vos questions. Je vous dis à demain 18h, 22h pour un nouveau Sens Public. Et notez que l'invité de la matinale, ce sera Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Belle soirée.